Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, nous allons nous demander si le championnat 2018-2019 ne serait pas le plus indécis depuis la prise en main du rugby par le jeune wabéliste. Puis nous allons étudier le cas de Clermont, impressionnant contre le Racing, et nous finirons par la rentrée des classes de rugby aussi, en évoquant notamment les mesures annoncées par la FFR. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Renaud Borel, bonjour Renaud. Bonjour Christelle. Quel teint râlé. On s'entretient. Et Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour, déjà tout pâle. Ah ouais, 3 semaines plus tard. Ça, c'est les travailleurs. Ah, c'est ça. Voilà, vous savez tout. Alors, c'est parti. Flexion, lié, jeu. Alors, ça a commencé la semaine dernière avec la victoire du Racing à Mayol et celle de Castres à Montpellier. Ça continue cette semaine avec Clermont qui est allé fesser le Racing à la U Arena. C'est la saison des non. En regardant les résultats de Top 14, il semblerait que le temps où l'on se disait qu'on n'allait pas forcer son talent chez les gros est révolu. Mais il y a aussi Pau qui s'était fait écrabouiller par Bordeaux la première journée, qui a abattu Toulon. Toulouse qui a marqué 6 points en 2 matchs à l'extérieur. Le Stade Français qui a pris 9 points. Castres qui a peiné chez lui contre le Loup cette semaine. Bref, n'était-ce Clermont qui, lui, a impressionné, mais ça, on en parlera plus tard. On ne sait plus à quel saint se vouer, saint S-A-I-N-T, en ces temps de Nipple Lane, précisons-le. Donc Alex, on va pas s'emballer, il y a eu que 2 journées, mais est-ce qu'on vivrait pas un top 14 indécis en diable, peut-être même le plus indécis? Si on prend les stats, on en a fait quelques-unes, on est à 5 victoires à l'extérieur en 14 matchs, plus un match nul, celui de Toulouse à Lyon. Donc 5 victoires en 14 matchs, ça fait 35% de victoires à l'extérieur. Si on regarde statistiquement sur les saisons entières par le passé, on ne dépassait pas les 23 ou 24%, et même il y a 3 ans ou 2 ans, on était à 16% de victoires à l'extérieur. Donc ça, c'est un premier fait qui laisse penser qu'il y a quelque chose qui change. Mais je trouve que la chose la plus notable, c'est que là, en plus, sur ceux qui ont perdu des points à domicile, il y a des gros et des clubs qui étaient en phase finale l'an dernier. Il y a Montpellier, tu l'as cité, il y a Toulon, il y a le Racing, et il y a Lyon qui a fait match nul contre Toulouse. Donc ça, c'est assez neuf, et ça laisse penser que tout le monde va aller chercher des points partout, parce que, bon, il y a a priori, quand on a présenté la saison dans le journal avant la première journée, il y avait Pierre-Michel Bonneau qui avait fait un long papier où il disait qu'il y avait 9 équipes susceptibles d'être championnes de France à la fin de l'année. Et oui, on en est quasiment là, ouais. Si on de Castres à Lyon, à Clermont, Paris, Toulon, ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc en fait, tout le monde est obligé d'aller chercher des points partout, et les effectifs sont encore larges en plus pour l'instant, puisque il y a peu de blessés. Donc ça fait des effectifs compétitifs tout le temps, et des équipes fraîches avec de l'envie. Il y a quand même 2-3 équipes qui sont pas dans ce même championnat, quoi. Ouais. Clairement, Agen par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont un peu expérimenté l'année dernière, où ça ne les dérangeait pas de se prendre une rouste comme ils l'avaient pris à Lyon avec plus de 70 points encaissés. Cette année, ils ont commencé pareil en prenant 60 à Clermont. Et, ils n'étaient pas catastrophés. Leur objectif, eux, c'est clairement de gagner des matchs à la maison. Peut-être un miracle ciblé ou 2 à l'extérieur, mais ils n'ont pas les mêmes capacités que les 8-9 autres grosses équipes. Ça risque d'être pareil pour Grenoble et Perpignan. Donc, qui vont devoir choisir, clairement. Oui, il y a 10-11 équipes et 3-4 équipes qui livreront vraiment un autre championnat, quoi. Toi, Renaud, qui suit le rugby depuis moult années, tu le trouves très indécis cette année? Ouais, déjà l'an dernier, on a été bien servi quand même, parce qu'avec un champion de France qui est castré, des Lyonnais qui s'étaient invités en barrage, qui avait battu Toulon en barrage. Il y a eu des grosses cotes. Les parieurs. Il y a 2 ans, c'était La Rochelle. Voilà, il y a 2 ans, c'était La Rochelle. La Rochelle qui se qualifie pas cette année sur la dernière journée ou pas loin. Stade Français qui est à la rue, des choses comme ça. Clairement. Donc on commence, et c'est super pour le feuilleton. Mais en fait, ce que je trouve marquant cette première journée, c'est que en fait, il y a des surprises, mais qui ont toute une explication quasiment. Clermont, qui est sorti très tôt l'an dernier du championnat, va être prêt avant tout le monde, ne va pas disputer la Coupe d'Europe. On peut logiquement s'attendre,
même si... Et puis on peut aussi logiquement s'attendre à ce qu'ils n'aient pas une poisse comme l'an dernier au niveau blessé. On peut logiquement s'attendre à ce qu'ils marchent sur tout le monde et à ce qu'ils jouent 100% de championnat, étant donné qu'ils joueront sans doute pas, en tout cas, la phase de poule de Coupe d'Europe, de la petite Coupe d'Europe, entre guillemets. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit un ogre vraiment... Clermonton, et ça sera le sujet, je vais plus le faire, pardon. Je marche dessus. Oui, voilà. Toulon a du mal en démarrant, mais ils ont encore tout révolutionné. Ils ont fait un recrutement qui est pas terrible. Enfin, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils n'ont pas remplacé ou par la même qualité ou par la même quantité. Donc, ils changent complètement de management, de staff technique. Ils sont derniers. Donc ça va être intéressant à suivre, voir comment ils vont gérer cette pression-là. Mais ça s'explique, ce mauvais début de Toulon, qui est toujours annoncé comme un... Donc il y a une forme de logique, et il va falloir voir comment sur la suite du championnat tout ça se nivelle, avec effectivement ce qu'on attend tous, les premières blessures, l'impact de l'équipe de France, plus ou moins, parce qu'on est sur une année de Coupe du Monde, et puis l'arrivée de la Coupe d'Europe, enfin voilà. Mais en tout cas, on part sur des bases vraiment sympas, notamment si on le compare à d'autres sports où on sait déjà qui va être champion. Voilà, malheureusement. Non mais c'est vrai, c'est un truc pour le top 14, ça n'a pas de prix, quoi. Je sais que tous les présidents de club aimeraient faire une dynastie de 10 ans comme Toulouse a pu la faire, mais pour le championnat en lui-même, son intérêt, machin, ça n'a pas de prix. Et il a besoin de points forts. On touche au but poursuivi depuis des années par les dirigeants de la Ligue qui ont voulu réguler le championnat, la masse salariale notamment, pour que le championnat, pour qu'il n'y ait pas une équipe ou deux équipes ou trois équipes qui dominent tout le temps. Alors ça a été le cas, on parlait de Toulouse, à une époque c'était le Stade Français après. Et là, de plus en plus, chaque année, il y a un champion différent, il y a des nouveaux invités dans les phases finales. On a cité La Rochelle et Lyon. Et donc là, on a l'impression qu'on arrive vraiment au but qui était visé par les dirigeants de la Ligue. Oui, il y a 5-6 ans, en début de saison, on pouvait donner un top 6 en passant pour un très bon pronostiqueur. Là, maintenant, c'est chaud, quoi. On a plus de chances de se planter. Maintenant, il faut vraiment être un très bon pronostiqueur. Ouais, et puis comme nous, c'est pas le cas, on peut plus faire illusion, quoi. Mais ça, c'est intéressant. Et ce que tu disais sur les victoires à l'extérieur tout à l'heure, c'est aussi le fruit d'un lent changement des mentalités en top 14. C'est souvent ce qu'on entendait de la part des joueurs qui venaient souvent d'Angleterre ou de l'hémisphère sud. Ils comprenaient pas pourquoi en France, c'était impossible d'envisager de gagner à l'extérieur. Et peut-être depuis une dizaine d'années, avec des techniciens qui sont venus de l'étranger, souvent il y a eu un lent changement des mentalités qui a fait que ça devenait un objectif pour certains clubs de haut de tableau de gagner dehors, parce que c'est là aussi où tu testes ton mental, ta solidité, ta capacité à combattre chaque semaine. Et ça a contaminé finalement tous les échelons maintenant, il y a 10 clubs maintenant qui veulent gagner à l'extérieur. Et Clermont, l'année dernière, ils ont gagné un match à l'extérieur. Certes, c'était à Brive, donc bon, ils étaient contents, mais clairement, ça suffisait pas. Ils se sont plantés à cause de ça. C'est pour ça que là, ils voulaient déjà gagner à l'extérieur. Et tous les clubs maintenant veulent gagner à l'extérieur. Oui. Alex, tu me disais ce matin, quand je te disais les gros vont gagner chez les gros, tu disais, mais en fait, il n'y a plus que des gros. Ah ben ouais, quasiment, ouais. Il y a 9 équipes qui... une petite dizaine d'équipes, on enlève Agen, on enlève Perpignan, on enlève Grenoble. Il n'y a que des grosses équipes, et il y a 3, je ne sais pas ce que tu seras d'accord avec moi, il y a 3 clubs surdimensionnés. Il y a Clermont, en termes d'effectifs vraiment. C'est-à-dire que Clermont, l'effectif de Clermont ou de Montpellier... Arrête de manger sur le prochain sujet. Pardon. C'est l'équipe de Montpellier. Le Racing aussi. Ou le Racing, voilà. 3 clubs, c'est ce que je pensais. Et donc on ne pense plus à Clermont. Mais Montpellier et le Racing sont surdimensionnés par rapport à l'UBB, par rapport à Bordeaux, même par rapport encore au Stade Français. L'UBB et Bordeaux pardon, l'UBB et Pau. L'UBB et Pau. Merci de me reprendre, t'es le seul à suivre, j'ai remarqué. Et donc il y a des gros qui peuvent venir comme Lyon, Pau, Bordeaux, s'intercaler dans le top 6 sans problème. Castres évidemment, qui a pas le plus gros budget mais qui a la 4e masse salariale quand même. Et après il y a 3 surdimensionnés qui eux n'ont pas le droit à l'erreur. Et maintenant j'enlève un peu Toulon. J'aurais mis à une époque, mais là j'enlève un peu Toulon. Et il y a Toulouse qui commence à avoir une petite dynamique, un effectif homogène, mais qui fait pas partie de ces surdimensionnés. Donc il y a ces 3-là, donc on ne comprendrait pas qu'ils soient pas dans les dans les gros. Et derrière, il y a une vraie guerre de clubs homogènes qui vont aller batailler, sachant qu'on n'est pas à l'abri pour un de ces 3 gros d'accidents type Clermont l'an dernier.
qu'ils doivent à la malchance, et puis à des matchs ratés, parce que ça existe. Ce qui va être intéressant à observer, c'est si on se projette sur la fin de saison, c'est qu'il y aura forcément des gros ou des moyens gros qui seront dehors, qui ne seront pas qualifiés pour la Coupe d'Europe, pas qualifiés pour les phases finales. Donc. Et ça peut créer des situations de crise, de tension, de changement de staff. Et je pense qu'on va y avoir le droit de plus en plus. On l'a bien vu l'an dernier à Toulon, par exemple, où sorti en quart de finale. À La Rochelle aussi. Ça a été le cas à La Rochelle. Une saison peut vite devenir une crise, quoi. Alors que, simplement, aujourd'hui, il y a une concurrence exacerbée et il va bien falloir qu'il y ait des gens qui acceptent que ça ne peut pas marcher tous les ans, qu'il faut parfois du temps, qu'il faut que tout le monde ne peut pas gagner. C'est une belle phrase. Une belle philosophie. Ah oui, j'aime beaucoup. Écoute, puisque Renaud était très impatient de parler de Clermont, on va passer au deuxième sujet. Forte impression, donc Clermont en tout début de saison. Rentrée réussie au Michelin avec 10 essais, c'était inscrit contre Agen. Puis hier, ils n'ont laissé aucune chance au Racing, battu 40-17 à la You Arena, alors rebaptisée You Arverna par Aurélien dans ton papier. C'est vrai qu'on les a sentis chez eux, les Auvergnats, intraitables devant, on peut dire, et pas maladroits derrière, je pense. C'est un bon résumé. Notamment ce délicieux petit coup de pied de Lopez pour l'essai de Fofana, j'ai beaucoup aimé. Ils ont beaucoup utilisé le jeu au pied, même en fait le dernier essai de Damien Penaud, ça vient d'un jeu au pied de Aristo et Ava. Ah oui, au début. Tac, sur le côté droit là. Et pour l'instant, c'est rodé tout ça. Le Penaud. Garde la parole, écoute Aurélien, toi qui les as, qui as vécu toi qui es bavard déjà. Toi qui es bavard, toi qui les as suivis toute la saison dernière, qui n'était pas la saison la plus riante. Je les ai vus cet été en préparation aussi. En fait, ce qui est marquant, c'est que depuis qu'ils ont acté qu'ils avaient complètement loupé leur saison dernière, ils se sont mis comme objectif d'être performants dès la première journée. Parce qu'ils savent qu'en novembre, en février, ils auront des internationaux pris par la tournée, par le tournoi, donc moins de joueurs disponibles. Ils seront peut-être un peu usés et ce sera moins facile de gagner des matchs à ce moment-là. Donc ça, c'est purement pragmatique. Ensuite, ils veulent tout de suite récupérer leur standing parce qu'ils sont vraiment blessés par leur saison. C'est une sorte de honte quand même, la saison dernière. Ils perdent un quart de finale à domicile, ils ne sont pas qualifiés pour les phases finales de top 14 en champion sortant. Ils se sont fait battre à domicile plein de fois. Ils sont perdus beaucoup de fois à domicile, Montpellier, Castres, le Racing en Coupe d'Europe. Ils ont pris souvent 50 points. Ouais. À La Rochelle, à Toulon. Racing, il y a à peu près toutes les catastrophes possibles qui leur aient été... Pas les sauterelles, parce que c'est trop moche. Non, non. Tu es odieux. Et donc, tu vois, ils veulent. Tu sens qu'ils étaient blessés dans leur amour-propre et qu'ils veulent regagner l'estime, déjà, l'estime d'eux-mêmes. Leur self-esteem, comme dit les Confucius. Ah non, moi, je suis plus Offspring que. D'accord. Confucius. Confucius. Là, on est sur un terrain glissant. Et donc, vis-à-vis des supporters aussi, et vis-à-vis des adversaires, parce qu'ils ont vu que tout le monde venait prendre un malin plaisir à les battre chez eux, et ça les a froissés. Et donc, maintenant, ils veulent tout gagner, écraser tout le monde, tant que ça dure. Et puis, ils savent que peut-être à un moment, quand ils auront moins de joueurs, ils auront un moment dur, mais ils veulent prendre de l'avance et se replacer sur la carte du rugby français. Renaud, tu étais très impatient d'en parler parce que tu es très impressionné. Non, mais c'est impressionnant comme démarrage, parce que de toute façon, mettre 60 points à un adversaire, même si c'est en ouverture de la saison, même si c'est un club qui va se battre pour le maintien, probablement, ça en dit long sur la mentalité d'une équipe. C'est-à-dire qu'elle considère qu'à 35-40 points, elle n'a pas fait le travail, qu'il faut finir. Donc ça place son équipe. Ensuite, ils sont prêts avant le Racing et c'est normal. Mais il faut quand même y aller, y gagner au Racing. Et mettre 40 points. Donc faut y aller en plus dans une salle qui est c'est pas facile de jouer à l'Arena pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce qu'il y fait peut-être un peu plus chaud, même s'ils ont... Non, la clim était très forte. La clim était très forte, c'est l'année dernière qu'ils avaient réglé leur truc de souffler. Mais en tout cas, c'est sur du synthétique. Voilà, donc je crois que c'est 20% de vitesse en plus sur les actions, donc ça on peut pas le préparer à l'entraînement. On fait un captain runs éventuellement la veille, mais on peut pas. Donc c'est beaucoup de facteurs à appréhender. Donc c'est un avantage pour le Racing de jouer sur son terrain. Et là, bam, clairement ils arrivent.
arrivent, ils leur mettent 40 points, ils traversent le terrain, ils sont dominants sur des aspects très importants. Donc oui, c'est impressionnant. Et après, s'il faut relativiser, en tout cas cette dernière performance, le Racing a fait un nombre de fautes qui ne referont sans doute pas, je vois, c'est 17 pénalités, 17 pénalités. Ouais, 17. C'est un peu une constante de ce début de saison d'ailleurs. Parce qu'il était sous pression. Aussi sous pression, mais c'est quand même énorme. Donc voilà. Mais effectivement, ils sont impressionnants. Et donc l'avis d'Aurélien a été éclairant. Ils ont décidé de montrer les muscles. Et ils vont avoir le loisir de le faire en plus, puisque, je me répète, ils n'auront pas cette Coupe d'Europe qu'il faut qu'ils engrangent, parce que justement l'équipe de France va passer par là. Je leur souhaite pas, mais sans doute quelques blessures quand même dans la saison, comme tous les clubs. Ils ont 10 internationaux sur la liste élite, donc ça veut dire 10 bleus. Ensuite, ils ont Laidlaw, ils ont Yato. Donc, et puis sans doute que non internationaux géorgiens, il y a Kolelishvili. Raka, qui est hors liste élite 15 de France, mais qui va sans doute être appelé. Donc ils savent que il y aura. Là, ils sont peinards, ils ont vraiment les mains libres jusqu'à fin octobre. Et ils ont en plus, ils ont 2 semaines de repos en octobre. Où il y a la Coupe d'Europe. Ça ils vont pas le jouer du tout. Si, ils ont l'effectif pour le jouer, mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire des matchs beaucoup moins exigeants que ceux de la grosse Coupe d'Europe. Donc, des voyages pour battre les Alouettes. Ils ont le club roumain, je crois, dans leur poule. Ils vont aller jouer en Sibérie. Ils peuvent envoyer les espoirs en Roumanie et il n'y a pas de souci, ils risquent de gagner quand même. Donc c'est là, ils vont y pomper beaucoup moins d'énergie, de force mentale. Donc ça va être précieux pour eux et ça leur permet de maintenant y aller à fond sans arrière-pensée. Sans se dire, ah merde, on risque d'avoir un coup de mou. C'est pas le problème, ça, ils auront de quoi récupérer. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est d'avoir survécu à la saison dernière sans derrière faire une révolution de palais il n'y a pas eu de vraie crise qui aurait été grotesque. Et en fait, il y a 2-3 clubs comme ça qui m'ont l'air suffisamment sains pour pas faire ce qu'a fait Toulon. Tu veux dire que Toulon est pas sain? Ouais, Toulon, mais d'autres auraient pu le faire. Bon, il y a un terrain à Toulon, il y a un terreau. Mais je pense qu'à Lyon, Pierre Mignoni est à l'abri de ce genre de choses. Et pourtant, il vient de rater un peu à Lyon, on vient de rater un peu son début de saison. Je pense que si on est un peu lucide sur le début de saison de Lyon, on sait qu'ils valent beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait, donc ça c'est tout à l'honneur de Clermont, ses dirigeants, et d'Azema aussi, d'avoir une telle confiance en l'outil qu'ils ont, qui sont repartis sur quelque chose de propre et de serein, quoi. Ils ont rien changé, hein. Ils ont même pas trouvé un fusible d'entraîneur, de la ligne de défense, blablabla. On parlait beaucoup de leur pelouse qui serait accidentogène l'an dernier. Oui. Et apparemment, ils ont fait tous les tests pour voir que elle leur enverrait trop d'énergie, d'où les nombres de blessures. Finalement, ils ont fait les tests, ils ont vu que ça venait pas forcément de là. Parce que la pelouse est à 50-50 synthétique, c'est ça à peu près. Je sais pas si c'est 50-50, mais c'est. Il y a eu pas la rumeur, mais l'idée que comme c'était une pelouse de foot, elle renvoyait trop d'énergie par rapport à l'énergie déployée au sol par les joueurs de rugby qui font 100 kilos, contrairement aux footballeurs qui sont plus à 70 kilos. Donc c'est ça qui traumatisait et tous les tests ont été faits. Et en fait, non, il n'y a pas de raison, parce que les synthétiques, c'est pire. Il n'y a vraisemblablement pas beaucoup plus de blessures sur les synthétiques, comme ce qu'a connu Clermont. Que voilà. Et donc ils auraient pu avoir cette tentation. Ouais. Ils avaient fait un chantier à plusieurs millions d'euros. Ils auraient pu tout virer et dire, oh là là, mais on est en train de... Mais non, ils ont fait les études et tout. Et ça, je trouve, c'est remarquable dans la structuration du club. Par contre, ils ne se sont pas voilés la face non plus, c'est-à-dire que ils reconnaissent aujourd'hui qu'au niveau de l'état d'esprit, la saison dernière, peut-être qu'ils avaient cru que tout serait facile, qu'il y a eu aussi moins de liens dans la vie du groupe, ce qui fait que depuis le mois de juillet, le staff travaille autant sur le rugby que sur l'humain. Et en plus, ils en parlent sans trop de soucis, et c'est ça qui est intéressant, ils sont ouverts là-dessus. Ils font en sorte que dans un effectif où il y a 10, 11, peut-être 12 nationalités différentes, qui vient d'Amérique, du Pacifique, de tous les coins d'Europe, ça puisse vivre ensemble à nouveau. Et l'exemple qu'il donnait, c'est qu'en juillet, quand ils étaient en stage à l'INSEP, chaque joueur d'origine étrangère venait devant le groupe raconter ce qu'était son enfance, sa vie, comment il avait découvert le rugby, et ils découvraient tous que un Peseli Yato qui grandit aux Fidji n'a pas découvert le sport de haut niveau de la même manière qu'un Camille Lopez dans le Pays Basque. Et ça, ils trouvent maintenant que c'est enrichissant et que ça avait manqué, ça avait un peu disparu
la saison dernière. Alex, tes camarades ne veulent pas te laisser parler. Non, ce qui est frappant, je trouve, hier, c'est qu'on voit une équipe habitée, avec un désir fort. Aurélien parle ce matin de Vahamaina, qui a une réaction à un moment de joie et même de rage, qui sort après avoir gratté un ballon. Alors que c'est pas le plus exubérant du monde. Donc ça dénote quelque chose, quoi. Ça veut dire qu'ils avaient visé ce match-là, et ça veut dire qu'ils sont dans un état d'esprit conquérant. Puis après, c'est quand même remarquablement préparé ce qu'ils ont fait hier. Ils ont visé la mêlée, ils ont visé le jeu au sol, ils ont compris sur le terrain qu'il y avait un problème dans le deuxième rideau, ils ont visé le deuxième rideau. C'était pas le match le plus spectaculaire de l'année, c'était pas une orgie de jeu, mais par contre tout était limpide, précis et parfaitement exécuté, propre. Et effectivement, là-dedans, il y a des joueurs dont la rentrée fait énormément de bien. Camille Lopez est très bon depuis 2 matchs. Hier, Wesley Fofana fait un match correct. Ils peuvent tenter des trucs en mettant Ituriard en 3e lignelle et Penaud Hallel en faisant rentrer le jeune Fischer. Tout ça se passe assez naturellement. On sent qu'il y a beaucoup de vitesse déjà, que physiquement ils sont prêts. Après, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ça toute l'année ? Ça, c'est la question, évidemment, tout le monde peut se la poser, mais quelque part... Eux-mêmes, ils ne se font pas d'illusions là-dessus. Ils se disent à un moment, on aura un coup de vie, un coup de moins bien. Puis, de toute façon, il vaut mieux créer cette dynamique-là. Ils avaient besoin d'une rupture. S'ils avaient redémarré la saison un peu comme ci, comme ça, dans la lignée de la saison dernière, ils n'auraient pas réussi à remettre ce coup de fouet dont avait besoin l'équipe. Là, tout de suite, ils créent une dynamique. Il crée une rupture avec le passé. Et puis, effectivement, maintenant, il reste 10 mois. C'est long, 10 mois. Mais ce ne serait pas la première fois qu'on verrait une équipe qui arriverait quand même à garder un certain état d'esprit sur une année entière, animée par un truc, avec un credo derrière la tête, un truc qui les maintient à un niveau d'engagement et de concentration sur tout au long de l'année. Il y aura forcément des baisses, mais je pense que tout ça au moment des phases finales, s'ils y participent, ça sera encore dans un coin de leur tête. Prenez Vahamaina, qui est pas quelqu'un d'exubérant, mais qui est un vrai gagneur, quoi, qui est un vrai champion. Sa réaction, elle est logique. L'an dernier, c'était un cauchemar. Aurélien, tu parlais de l'état d'esprit. C'est difficile d'avoir un bon état d'esprit quand on perd tout le temps, quand on voit les copains prendre des 6 mois, 5 mois, des mecs importants en plus, des Lopez, des Parra, des blessures comme ça. Vahamaina, il devait aller en tournée, il s'égare un peu sur un geste envers une tribune, il est suspendu, il part pas en tournée. Quand il est en équipe de France, il perd. Il rentrait en club, les copains se blessaient, lui se blessait. Il a beaucoup perdu. Imaginez, là, il vient gagner au Racing, il rejoue au rugby, tout va bien, il a fait une super intersaison, il doit se sentir qu'il vole sur le terrain en fait. Et donc sa joie, elle dit, voilà, il retrouve des émotions qu'il a connues, qui sont positives, après près de 18 mois vraiment négatifs, quoi. Mais même chose sur l'essai j'allais dire de Alain Penaud, c'est dire mon âge, son fils. Damien Penaud et tes origines aussi. Voilà. Ça en dit plus long sur tes origines que sur ton âge. Mais il y a 33-10 au moment de l'essai de Damien Penaud, et on a revoyé l'image ce matin au moment où Damien Penaud marque, donc le match est bouclé en fait depuis longtemps, et il y a 7 ou 8 joueurs qui sautent dans les bras avec des vrais visages, des vraies expressions de joie, encore une fois presque de rage même du côté... mais ils veulent faire mal. Ouais. Alors d'autant plus si c'est le Racing, parce qu'il y a un peu d'inimitié entre les deux équipes, plus la saison dernière, deux punitions de Clermont reçues par le Racing, et ça c'est pour parler juste de la période récente, mais ça remonte, et ils ont cherché à leur en mettre 40 hier. Ils voulaient marquer le coup. Voilà, c'est à un moment, ils prennent la pénalité pour passer de 37 à 40, alors qu'ils peuvent aller chercher une pénale touche, le score est fait. Et un bonus offensif. Ils veulent la barre des 40. Ouais, mais après le bonus offensif, ils savaient qu'ils avaient le temps de prendre un autre derrière, c'était plus... Mais la barre des 40, je pense qu'ils la voulaient. Ouais, je crois. Il y a eu un truc que je me suis demandé, je les ai trouvés très collectifs, moi. Et l'année dernière, peut-être il y avait un peu de passe le ballon à Raka et ça va le faire, non ? Ouais, au début de saison, c'est sûr qu'ils n'étaient pas très bons, mais ils avaient toujours Raka qui traversait le terrain jusqu'en décembre, et ils ont gagné pas mal de matchs. Ils se sont maintenus à flot. C'est ça, du coup, ça a un peu décembre caché, comme ça. Après, il se blesse, il se fait les croisés, ils redeviennent une équipe ordinaire sans ce mec qui est capable de te marquer 2-3 essais en un match en 2 coups de rein, et il s'était totalement éteint derrière. Mais il y avait moins de liens collectifs, oui, c'est sûr, la saison dernière. Il y avait beaucoup de paramètres qui expliquent qu'ils en soient arrivés à la 9e place, pas seulement à la poisse. Il y avait un
vrai problème dans le groupe, je crois. Très bien, on suivra ça. Dernier petit sujet, cette semaine de rentrée des classes, on va se pencher sur le cas des mini-rugbymen. Avec les résultats de l'équipe de France, les errements divers de la fédération, le rugby ne fait plus rêver, on le savait. Maintenant, en plus, le rugby fait peur. On voit les blessures se multiplier, puis le drame cet été, avec la mort dans son vestiaire du jeune joueur d'Aurillac, Louis Fajfrowski, sorti après un plaquage. Donc le nombre de licenciés est en baisse depuis plusieurs années. Ce rugby de collision pratiqué par le top 14 qu'on voit tous dans les stades, apparemment on n'a pas spécialement envie de voir ses enfants y jouer. Il y a même pas mal de rugbymen pro qui disent qu'ils préféraient que leurs enfants jouent pas. C'est ça qui est quand même flippant, quoi. Là on voit une génération de fils de joueurs éclore. Tu citais Penaud tout à l'heure, il y en a partout. Des Ntamak et compagnie, mais peut-être que la prochaine génération, il n'y aura pas d'enfants de joueurs de rugby sur les terrains. Ntamak, il a pris un sacré plaquage. Mais moi, c'est ça qui me marque surtout, c'est des arbitres, des acteurs qui sont au plus près du ballon, te disent qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants pratiquent ce sport, et ça, c'est flippant quand même. Elle est morose un peu à la rentrée des classes. Il y a un gros point d'interrogation sur les inscriptions. Ça commence pour certains clubs, ça a déjà un peu commencé. D'autres, ça va reprendre mercredi. D'autres, la semaine prochaine, les clubs amateurs. Et on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les réactions des parents, des enfants eux-mêmes peut-être, face à l'actualité. C'est vrai qu'il y a eu cette mort qui est un tournant quand même. Pour l'instant, on ne peut pas l'attribuer clairement, puisqu'on connaît pas il n'y a pas de raison précise aujourd'hui déterminée. Mais quand même, ça a de toute façon réveillé ou relancé la question de la violence du rugby. Et forcément, des parents aujourd'hui s'interrogent. Donc on va avoir, je pense, les chiffres vont mettre du temps à tomber. Mais sur ce malheureux joueur, il faut espérer de la médecine et de la science une réponse précise de ce qui lui est arrivé. Pour quoi qu'il arrive, soit prendre des mesures encore plus drastiques que celles qui sont en train d'être prises, parce qu'il y a des choses qui sont faites malgré tout, soit sans le dédouaner, sans faire en sorte qu'il y ait moins de collisions, parce que ça devient indécent de toute façon depuis déjà 2-3 saisons, mais au moins l'exonérer de cet accident terrible de la responsabilité de la pratique du jeu et d'un geste qui vraisemblablement, de tout ce que j'ai lu, parce que j'étais pas là à ce moment-là, était licite, quoi. Totalement licite. Malheureusement, il n'est pas sûr qu'on ait des conclusions précises. Moi je t'en ai parlé Alex immédiatement. Je pense qu'on va pâtir de quelque chose, le rugby va pâtir de quelque chose. En 2010, il avait bénéficié de l'effet Naïsna, totalement, dans les écoles de rugby, dans les gars. Les joueurs de football étaient des voyous mal élevés. Oui, on rappelle que l'effet Naïsna, c'est l'équipe de France qui ne refuse de descendre du quart. Qui est éliminé piteusement en Coupe du Monde, dont un de ses joueurs majeurs insulte son entraîneur dans le vestiaire. Voilà. Et le rugby avait bénéficié de ça, notamment chez les très jeunes. Les mamans ne voulaient pas que leurs enfants aillent faire du foot, machin. Les footballeurs étaient des stars melonnés, voilà, exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, les footballeurs sont déjà beaucoup plus sympathiques depuis 4-5 ans. Depuis la Coupe du Monde au Brésil, ils vont devant les caméras avec le sourire. Quand ils sont en équipe de France, en club, c'est autre chose. Mais en tout cas, en équipe de France, ils sont sympathiques. Deschamps en a fait une bande de bons mecs, de potes. Avec un management très particulier. Là, en plus, ils sont champions du monde. Et leur sport n'est pas accidentogène. Et aujourd'hui, fait des mecs bien et des mecs sympas qu'on a tous adoré suivre pendant le mois de juin. Donc, cumulé à tous les défauts que tu as listé, Christelle, dans le lancement de ton ça va être une rentrée, je pense, beaucoup plus difficile et qui inquiète en haut lieu dans les institutions de toute façon déjà. Ah oui. Oui. C'est sûr. On ne peut pas s'empêcher de lier les annonces de la semaine dernière à ce phénomène, à cette crainte-là. On n'aura pas de chiffre tout de suite. De toute façon, le chiffre des licences tombera bien plus tard. Mais bon, il y a en plus. Voilà. Mais il y aura de toute façon, il y a de toute façon un point d'interrogation qui oblige à agir. Donc, ce qu'a décidé la semaine dernière la fédération via une annonce de Bernard Laporte, c'est autant une annonce concernant la formation des joueurs
Et la sécurité, qu'un message politique aussi envers les familles. On essaie de trouver des moyens pour rendre ce rugby moins accidentogène, moins dur. On apprend aux joueurs l'évitement, à chercher la passe, l'évitement. Enfin, tout ça via donc l'annonce qui a été faite, c'est l'introduction du rugby à toucher chez les moins de 8 ans, 10 ans et 12 ans. Ce qui va forcément changer des choses dans l'entraînement, dans les compétitions, que ce soit à tous les niveaux, au niveau de la sécurité évidemment, parce que et dans le comportement, le but c'est que dans le comportement plus tard, cette éducation-là se retrouve et soit appliquée chez les grands. Parce que là, une fois que tu es touché, tu as 2 secondes, ce que tu disais, pour trouver une solution, pour trouver, pour passer ton ballon. En fait, c'est une formule qui a déjà été testée en Ile-de-France notamment ces dernières années. Et ils se sont rendus compte que pour les gamins qui étaient un peu craintifs, c'était un super moyen de les faire accéder à la pratique, on va dire, puisque en fait ils ouvrent davantage regarder le jeu en phase 2, alors que s'il y a quelqu'un qui vient pour les plaquer, ils auront peut-être plus une tendance à se recroqueviller. Et donc regarder le jeu en phase 2, essayer de lire, de jouer la situation. Ensuite on les touche et ensuite ils ont 2 secondes pour faire un choix. Donc ça crée un rugby différent, une meilleure vision du jeu chez les gamins. Donc, ils avaient testé ça à différents endroits. Ça avait été notamment introduit ça par des gens qui essaient de faire vivre le rugby de Leplacien, pour ceux qui aiment ça. C'est-à-dire le rugby un peu Pierre Villepreux. Aujourd'hui, c'est marrant de constater que finalement, quand on connaît les relations Villepreux-Laporte, et l'antagonisme même culturel, on va dire, en termes de jeu, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, c'est la présidence Laporte qui va vers ce type de jeu, mais ça montre une certaine ouverture. Et ça peut... de toute façon, il faut faire quelque chose au niveau de la formation, de la sécurité comme de la formation, et cette voie-là, apparemment, est une voie intéressante. Eh bien, très bien, c'est un message d'espoir. Il en faut, parce que de toute façon, le rugby, on le dit, on est souvent, depuis plusieurs mois, malheureusement, dans une actualité pessimiste et noire et qui n'est pas très encourageante, mais le rugby, ça reste quand même un super sport à pratiquer. C'est aussi une manière de vivre, on apprend plein de choses, donc mettez vos enfants à l'école de rugby, n'hésitez pas. L'école de rugby, c'est l'école de la vie. Exactement. Mais on s'arrêtera là. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Aurélien Bouisset, avec Renaud Bourrel et avec Alexandre Bardot. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.